Ma belle-mère avait promis à mon fils le vélo rouge qu'il réclamait depuis 1 an. Elle est arrivée avec une carte et un billet de 5 euros. Et lui a dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle soit venue. Il n'a rien dit. Il est simplement allé dans sa chambre et a fermé la porte. Quand ma femme l'a confronté, elle a répondu. Peut-être qu'il aurait de plus beaux cadeaux si tu me laissais le voir plus souvent. Ma femme a ri. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini avec sa mère. Je m'appelle Bastien. J'ai 34 ans et je dois vous raconter le jour où ma belle-mère a tenté d'instrumentaliser une fête d'anniversaire et a fini par perdre toute sa famille. Je sais que cela semble dramatique. Croyez-moi, j'aimerais que ce ne le soit pas. Mais certaines personnes sont tellement déterminées à jouer le rôle de la méchante qu'elles sont prêtes à anéantir toute leur relation juste pour prouver quelque chose que personne ne leur avait demandé. Laissez-moi revenir en arrière pour vous donner une vue d'ensemble. Je suis marié à ma femme, Victoire, depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Avons commencé à sortir ensemble en 3e année de licence. Et nous nous sommes mariés environ 2 ans après l'obtention de notre diplôme. Victoire est une de ces personnes qui donnent à leur entourage le sentiment d'être important. Elle est chaleureuse, elle est drôle, elle se souvient de l'anniversaire de tout le monde. Elle apporte de la soupe à des voisins malades qu'elle connaît à peine. C'est le genre de personne que vous voudriez avoir à vos côtés pendant une crise majeure. Car elle trouverait un moyen d'organiser un repas participatif dans un abri et de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Nous avons un enfant, notre fils Arthur. Il venait d'avoir 7 ans au moment où tout cela s'est produit. Et il est, sans exagérer, la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. C'est ce petit garçon doux, calme et attentionné qui adore construire des choses de ses mains. Des Legos, des maquettes d'avions, des cabanes en carton, tout y passe. C'est le genre d'enfant qui restera assis par terre pendant 3 heures à assembler quelque chose sans aucune aide. Puis viendra vous le montrer avec ce petit sourire timide. Comme s'il venait de construire une navette spatiale. Ça me serre le cœur à chaque fois. Maintenant, la mère de Victoire, elle s'appelle Martine. Martine est une de ces personnes qui croient que le monde leur doit de la gratitude pour leur simple existence. Elle n'est pas bruyante à ce sujet. Ce n'est pas une méchante de dessin animé qui se pavane en talons en hurlant sur les serveurs. Elle est pire que ça. C'est le genre de manipulatrice discrète. Le genre où l'on ne réalise ce qu'elle fait qu'après 3 conversations. Et où l'on se sent soudain terriblement mal dans sa peau pour des raisons qu'on ne peut pas tout à fait expliquer. Elle a cette façon de tout ramener à elle tout en agissant comme si elle était la personne la plus altruiste de la pièce. C'est sincèrement impressionnant, de la pire manière qui soit. Quand Victoire et moi nous sommes mis ensemble, Martine était correcte, polie, agréable en surface. Elle souriait au bon moment, riait de mes blagues, me disait que j'étais un bon parti pour sa fille. Je pensais que tout allait bien. Je croyais avoir gagné le gros lot des beaux-parents. Puis nous nous sommes fiancés, et le masque a commencé à tomber. Ça a commencé par de petites choses. Martine faisait des petites remarques sur le fait que nous nous précipitions. Que Victoire pouvait trouver mieux, pas à mon sujet spécifiquement, bien sûr, juste mieux en général. Elle mentionnait d'anciens petits amis comme si de rien n'était lors des dîners de famille. Elle a commencé à réarranger les choses dans notre appartement quand elle venait nous voir. Déplaçant des photos, réorganisant le placard de Victoire. Nous achetant des meubles que nous n'avions pas demandés, puis se vexant quand nous ne les utilisions pas. Une fois, elle nous a acheté un canapé sans nous le demander et l'a fait livrer chez nous pendant que nous étions au travail. Quand Victoire lui a dit que nous avions déjà un canapé. Martine a pleuré et a dit qu'elle essayait juste d'aider parce que notre appartement avait l'air triste. Notre appartement n'avait pas l'air triste. Il avait l'air de celui de 2 jeunes de 25 ans qui possédaient une quantité raisonnable de meubles et n'avaient pas besoin d'un canapé d'angle à fleurs d'une autre décennie. Mais voilà le truc avec Martine. Elle ne fait pas ces choses au hasard. Chacun de ses gestes est calculé. Chaque cadeau est assorti d'une condition. Chaque service a une facture. Et si vous ne payez pas dans la monnaie exacte qu'elle désire, qui est généralement le contrôle, l'accès ou les éloges publics, elle vous punit. Pas avec des cris, mais par la culpabilité, par le silence. Avec des larmes si parfaitement synchronisées qu'on la croirait entraînée devant un miroir.
Elle l'a probablement fait. Quand Arthur est né, les choses ont empiré de manière exponentielle. Martine a décidé qu'elle avait droit à un accès illimité à notre fils. Et toute limite que nous fixions était une attaque personnelle. Nous lui avons demandé d'appeler avant de venir. Elle s'est présentée à l'improviste 3 fois en une semaine et a fait semblant d'être confuse quand Victoire lui a demandé d'arrêter. Nous lui avons dit que nous ne voulions pas qu'Arthur mange de sucre avant ses 2 ans. Elle lui a apporté un gâteau à 18 mois en disant qu'une petite friandise ne le tuerait pas et que nous étions trop rigides. Quand Victoire a fixé une limite ferme sur le fait de ne pas publier de photos d'Arthur sur les réseaux sociaux, Martine a publié un album entier sur sa page intitulé Mon petit-fils parfait. Avec une légende passive-agressive sur le fait que certaines personnes n'apprécient pas la chance qu'elles ont d'avoir une famille qui se soucie d'elles. Victoire a supporté tout cela pendant des années. Elle avait des conversations calmes avec sa mère, fixait des limites. Expliquait les choses patiemment, et Martine hochait la tête, acquiesçait, pleurait un peu. Promettait de faire mieux, puis recommençait exactement la même chose 2 semaines plus tard. Et rebelote. C'était comme regarder quelqu'un essayer d'apprendre à un chat à rapporter la balle. Techniquement possible. Mais profondément improbable et épuisant pour toutes les personnes impliquées. Le véritable tournant s'est produit environ 1 an avant l'incident de l'anniversaire. Le frère cadet de Victoire, Hugo, s'est fiancé à sa petite amie, Manon. Et soudain, Martine avait un nouveau projet favori. Tout tournait autour du mariage d'Hugo et Manon. Chaque appel téléphonique, chaque dîner, chaque visite, Martine ne pouvait parler de rien d'autre. Elle aidait Manon à choisir des robes, elle cherchait des lieux de réception. Elle créait des tableaux Pinterest à 2 heures du matin. Et écoutez, je comprends. Vos enfants se marient. C'est excitant. Mais ce qui n'était pas excitant, c'est la façon dont elle a commencé à traiter Arthur. C'était comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Martine est passée d'une obsession étouffante pour notre fils à une quasi-indifférence. Elle a annulé des projets avec lui 3 fois en 2 mois. Elle a oublié sa fête de l'école. Même si Victoire le lui avait rappelé 2 fois et lui avait même envoyé un texto le matin même. Elle a cessé d'appeler pour lui parler, ce qu'elle faisait auparavant tous les dimanches sans faute. Quand Arthur demandait des nouvelles de sa grand-mère, Victoire inventait des excuses. Oh, mamie est occupée avec les préparatifs du mariage de tonton Hugo. Elle viendra te voir bientôt, mon grand. Arthur ne se plaignait pas. C'est ça, le truc avec mon fils. Il ne fait pas d'histoire. Il devient juste silencieux. Et ce silence est plus assourdissant que n'importe quelle crise de colère. Environ 6 mois avant le 7e anniversaire d'Arthur, il a commencé à parler d'un vélo rouge. Pas n'importe quel vélo rouge. Un modèle spécifique qu'il avait vu dans un magasin de sport près de chez nous. C'était ce vélo de style BMX rouge cerise avec des poignées noires et une petite sonnette sur le guidon. Rien de très cher, peut-être environ 110 €. Mais pour Arthur, cela aurait pu être une Ferrari. Il en parlait constamment. Il en faisait des dessins. Il en a parlé à sa maîtresse. Il en a parlé au facteur. Il en a parlé à une dame au hasard au supermarché, qui s'est montrée très encourageante, ce que j'ai apprécié. C'est là que Martine revient en scène. Environ 3 mois avant l'anniversaire d'Arthur. Elle a appelé Victoire pour lui demander ce qu'Arthur voulait. Victoire lui a parlé du vélo rouge, l'a décrit, lui a envoyé un lien. Et a même proposé d'aller le chercher pour que Martine n'ait qu'à le payer. Martine a dit, et je cite, « Oh, c'est parfait. Dis-lui que mamie s'en occupe. Il va adorer. » Victoire a dit à Arthur que sa grand-mère lui offrait le vélo rouge pour son anniversaire. Arthur s'est illuminé comme un sapin de Noël. Pendant des semaines, chaque fois que le nom de Martine était mentionné, il arborait un immense sourire et disait quelque chose comme « Mamie va m'offrir mon vélo ». Il l'a dit à ses amis à l'école. Il l'a dit à son entraîneur de judo. Il a commencé à planifier où il allait l'essayer en premier. Le parc, évidemment, parce que le parc a cette grande colline et il voulait la dévaler très vite, ce qui me terrifiait en tant que parent. Mais me réchauffait le cœur en tant qu'ancien garçon de 7 ans qui aurait également dévalé cette colline à une vitesse folle sans une seconde d'hésitation. La fête d'anniversaire avait lieu un samedi. Nous l'avons gardée simple.
quelques amis d'Arthur de l'école, mes parents, le père de Victoire. Qui est divorcé de Martine et est un homme vraiment merveilleux, Hugo et Manon, et bien sûr, Martine. Nous avons fait la fête chez nous. Barbecue dans le jardin, ballon d'eau. Un gâteau au chocolat en forme de dinosaure parce qu'Arthur était dans sa phase dinosaure. C'était parfait. Arthur passait le meilleur moment de sa vie. Et puis Martine est arrivée, avec 45 minutes de retard, une carte à la main. Juste une carte, pas de vélo, pas de boîte, pas de sac, juste une simple enveloppe blanche. J'ai observé le visage d'Arthur quand Martine a franchi le portail du jardin. Il était en pleine bataille de ballon d'eau avec son copain Jules, riant si fort qu'il pouvait à peine respirer. Et à la seconde où il a vu sa grand-mère, il s'est figé. Ses yeux se sont dirigés directement vers ses mains. Puis derrière elle, puis vers le portail, comme si quelqu'un d'autre portait le vélo. Quand il a réalisé qu'il n'y avait rien d'autre, son sourire ne s'est pas effacé d'un coup. Il a vacillé. Comme une ampoule sur le point de s'éteindre mais qui n'a pas encore totalement rendu l'âme. Martine s'est approchée de lui avec l'enveloppe tendue devant elle, comme si elle présentait un prix Nobel. « Joyeux anniversaire, mon chéri », a-t-elle dit. Grand sourire, en pleine représentation. Arthur a pris l'enveloppe et l'a ouverte avec soin. Comme il fait tout, méthodique, propre, sans rien déchirer. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire générique de supermarché. Vous voyez le genre. Il y avait un ours de dessin animé tenant un ballon et sur le devant était écrit « Joyeux anniversaire, grand garçon ». À l'intérieur, Martine avait écrit à Arthur « Je t'aime, mamie », de sa parfaite écriture cursive. Et glissé dans le pli, il y avait un billet de 5 €. 5 €. Mon fils a regardé ce billet de 5 € pendant ce qui m'a semblé être une bonne minute, et tout le jardin est devenu silencieux. De la manière dont les pièces le deviennent quand tout le monde sent que quelque chose de mauvais est en train de se produire. Mais personne ne veut être le premier à le reconnaître. Arthur a levé les yeux vers Martine et a dit. De la plus petite voix que je lui ai jamais entendue, « Merci, mamie ». Et puis Martine a dit la chose qui me fait encore bouillir le sang quand j'y pense. Elle lui a tapoté la tête, cette petite tape dédaigneuse comme s'il était le chien d'un inconnu. Et elle a dit, tu devrais être reconnaissant que je sois venu, Arthur. Mamie a été très occupée. J'étais debout à environ 3 mètres de là, une spatule à la main. Je n'en suis pas fier, mais mon premier instinct a été de casser cette spatule en deux. Je ne l'ai pas fait. Je suis un adulte, mais j'en avais envie. J'en avais très, très envie. Arthur n'a pas pleuré. Il n'a pas piqué de crise. Il a simplement hoché la tête, posé la carte sur la table de pique-nique, est entré dans la maison, est allé dans sa chambre et a fermé la porte. Pas claqué, fermé, doucement, comme s'il ne voulait déranger personne avec sa déception. C'est la partie qui m'a anéanti. Mon fils pensait que son chagrin était un dérangement. J'ai regardé Victoire. Elle se tenait près de la table des desserts avec une pile d'assiettes en carton dans les mains. Et elle avait cette expression que je n'avais vue que quelques fois dans notre mariage. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était quelque chose au-delà de la colère. C'était le regard de quelqu'un qui venait de voir une ligne être franchie, une ligne qu'on ne pourrait jamais effacer. Sa mâchoire était crispée, ses yeux fixés sur sa mère. Et elle a lentement posé les assiettes comme si elle déposait en même temps le reste de sa patience. Martine, ignorant apparemment le fait que tous les adultes dans le jardin la fixaient maintenant avec divers degrés d'horreur, s'est servi une assiette de nourriture et a commencé à discuter avec Hugo du lieu de réception qu'il venait de réserver. Elle est passée à autre chose. Comme si elle ne venait pas de dévaster son petit-fils le jour de son anniversaire devant tous ses amis. Victoire s'est approchée de sa mère et l'a prise à part près de la clôture. Je n'ai pas pu tout entendre ce qu'elles ont dit car les enfants avaient repris leur jeu et il y avait du bruit de fond, mais j'en ai saisi assez. Victoire a dit quelque chose comme « Maman, tu lui as promis le vélo. Tu m'as dit que tu t'en occupais. Il en parle depuis des mois. » J'ai clairement entendu la réponse de Martine, car elle n'a fait aucun effort pour baisser la voix. Eh bien, peut-être qu'il aurait de plus beaux cadeaux si tu me laissais le voir plus souvent. Victoire a ri. Pas un rire sarcastique, ni un rire amer.
C'était le rire bref et calme de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a perdu des années à essayer de raisonner un mur. Elle a dit, d'accord, maman. On en a fini. Martine a cligné des yeux. Que veux-tu dire par fini? Je veux dire que tu dois partir. Tu me mets à la porte de la fête d'anniversaire de mon petit-fils. Je te demande de partir parce que tu viens de dire à un enfant de 7 ans qu'il devrait être reconnaissant que tu aies pris la peine de venir à son anniversaire. Et tu lui as brisé une promesse pour me faire passer un message. Alors, oui, s'il te plaît, pars. Martine a fait ce que Martine fait toujours. Elle a pleuré, là, dans le jardin, devant les autres parents, devant Hugo. Devant mon père qui faisait de son mieux pour faire semblant d'être fasciné par le barbecue. Elle a mis sa main sur sa bouche et a regardé autour d'elle comme si elle attendait que quelqu'un vienne à sa rescousse. Personne ne l'a fait. Hugo a regardé le sol. Ma mère a fait un petit signe de tête approbateur à Victoire. Le père de Victoire, sirotant une limonade sur une chaise de jardin, a juste soupiré le soupir d'un homme qui avait vécu avec Martine pendant 16 ans et reconnaissait la performance pour ce qu'elle était. Martine a attrapé son sac à main, a fait une sortie spectaculaire par le portail latéral et est partie en voiture. Pas d'excuse à Arthur. Pas d'au revoir, juste le bruit du moteur et du gravier. Je suis entré pour voir comment allait mon fils. Il était assis sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine. Tenant une de ses maquettes d'avion, la tournant simplement dans ses mains. Il ne pleurait pas. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit, « Eh, mon grand, ça va ?» Il a haussé les épaules. Puis, après quelques secondes, il a dit, « Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Cette question a failli m'achever. 7 ans. Et ce gamin se demandait s'il avait fait quelque chose pour mériter d'être déçu par quelqu'un qui était censé l'aimer inconditionnellement. J'ai dit, « Non, Arthur. Tu n'as rien fait de mal. Absolument rien. Parfois, les adultes font des erreurs, et ça n'a rien à voir avec toi. Tu es le meilleur gamin que je connaisse et ne laisse jamais personne te faire sentir que tu n'es pas assez bien. » Il s'est penché contre moi, j'ai passé mon bras autour de lui et nous sommes restés assis comme ça un moment. Après quelques minutes, il a dit, « On peut retourner à la fête ?» Nous sommes retournés à la fête. Il a joué avec ses amis, mangé du gâteau, ouvert ses autres cadeaux et souri, mais c'était un sourire différent d'avant. Plus discret, plus prudent. Comme s'il vérifiait que c'était sans danger avant de s'autoriser à être heureux à nouveau. Et si vous avez déjà vu un enfant apprendre à protéger sa propre joie, vous savez qu'il n'y a rien au monde qui vous met plus en colère. Ce soir-là, après qu'Arthur se soit endormi, Victoire et moi nous sommes assis sur le canapé et elle m'a tout raconté. Chaque détail de la conversation, chaque mot que Martine avait dit. Et puis elle a dit quelque chose que je savais se préparer depuis des années. J'en ai fini de lui trouver des excuses, Bastien. J'ai passé toute ma vie à traduire son comportement en quelque chose d'acceptable, et je ne peux plus le faire. Elle n'a pas le droit de faire du mal à mon fils et de se faire passer pour la victime ensuite. C'est tout. C'est la limite. Je lui ai dit que je la soutenais entièrement. Quoi qu'elle ait besoin, quelle que soit la limite qu'elle voulait fixer, j'étais avec elle. Elle a hoché la tête. Puis elle a dit qu'elle allait t'appeler demain et pleurer et dire à tout le monde que je l'avais humiliée. Elle va essayer de me faire culpabiliser. Et j'ai besoin que tu m'aides à ne pas tomber dans le piège. J'ai répondu, tu ne tomberas pas dans le piège, et je ne vais nulle part. Elle s'est endormie sur mon épaule cette nuit-là. Je suis resté éveillé 1 heure de plus, pensant à Arthur assis sur son lit, tenant cette maquette d'avion. Au visage de Martine quand elle a dit qu'il devrait être reconnaissant qu'elle soit venue. Comme si sa présence était un cadeau en soi. Comme si sa présence suffisait. Et que tout le reste était de la charité. J'avais passé des années à être le gendre facile à vivre. Le type qui maintenait la paix. Celui qui disait qu'elle avait de bonnes intentions. Qu'elle l'aimait juste trop. J'en avais fini avec ça. Parce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un trop fort et s'aimer soi-même plus qu'on aime les autres. Et Martine vivait du mauvais côté de cette ligne depuis le jour où je l'ai rencontrée. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7h15. Martine.
J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Elle a appelé 3 autres fois avant 9 heures. Le message disait « Victoire m'a humilié devant toute la famille. Tout ce que j'ai toujours fait, c'est essayer d'être une bonne grand-mère, et voilà comment je suis récompensée. J'ai besoin que tu essaies de raisonner ta femme, Bastien, parce qu'elle fait une énorme erreur. Essayez de raisonner ta femme. Comme si Victoire était celle qui était déraisonnable. Comme si fixer une limite après que votre mère a brisé le cœur d'un enfant de 7 ans était une sorte de réaction excessive qui devait être corrigée par le premier homme disponible. J'ai effacé le message vocal et je suis allé faire des crêpes pour mon fils. Les semaines suivantes ont été difficiles. Je ne vais pas édulcorer les choses. Martine a lancé une campagne à grande échelle, mais pas bruyante. Elle est trop intelligente pour ça. Elle a joué la carte de la sympathie, sa spécialité. Elle a appelé tous les membres de la famille qu'elle pouvait joindre et leur a raconté sa version de l'histoire. Dans la version de Martine, elle était arrivée à l'anniversaire d'Arthur avec une carte attentionnée. Victoire lui avait crié dessus devant tout le monde pour rien. Et maintenant elle était coupée de son unique petit-fils sans raison. Elle a omis la partie sur la promesse du vélo. Elle a omis la partie où elle disait à un enfant de 7 ans qu'il devrait être reconnaissant qu'elle se soit présentée. Elle a omis chaque détail qui la faisait paraître sous un mauvais jour, ce qui, une fois ces détails enlevés, ne laissait pas grand-chose de l'histoire, mais cela a fonctionné sur certaines personnes. La tante de Victoire a appelé pour dire qu'elle pensait que Victoire était trop dure. Un cousin a envoyé un texto disant que la famille, c'est la famille, et qu'on n'a qu'une seule mère. Même Hugo, qui avait été là et avait tout vu de ses propres yeux, a appelé Victoire et a dit qu'elle devrait peut-être juste parler à leur mère et arranger les choses parce que le mariage approchait et qu'il ne voulait pas de drame. Ça a fait mal. Victoire avait toujours été proche d'Hugo. Et le voir choisir la commodité plutôt que les sentiments de son neveu l'a blessé plus qu'elle ne l'a laissé paraître. Victoire a géré tout cela avec plus de grâce que je n'en aurais eu. Elle a répondu calmement à la tante et lui a raconté toute l'histoire. Elle a dit au cousin qu'elle appréciait le sentiment, mais que la sécurité émotionnelle de son fils passait avant tout. Elle a dit à Hugo qu'elle l'aimait et qu'elle serait à son mariage, mais qu'elle n'allait pas prétendre que leur mère n'avait pas fait ce qu'elle avait fait juste pour rendre le plan de table moins gênant. Mais en privé, elle luttait. Je pouvais le voir. Elle devenait silencieuse à des moments inattendus. Elle se tenait devant l'évier de la cuisine, regardant par la fenêtre avec l'eau qui coulait. Une nuit, je l'ai trouvée assise sur le sol de la salle de bain à minuit, ne pleurant pas, juste assise là, fixant le carrelage comme si elle essayait de résoudre un problème de mathématiques sans réponse. Je me suis assis à côté d'elle sans rien dire. Au bout d'un moment, elle a dit « Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai ignorés. Toutes les fois où elle a fait quelque chose d'horrible et où je me suis convaincu que c'était normal. Combien de fois l'ai-je laissé me blesser avant de tracer la ligne? Et combien de fois ai-je laissé faire du mal à Arthur sans m'en rendre compte? C'est ça, le truc quand on grandit avec un parent comme Martine. On passe toute sa vie à calibrer sa propre normalité sur leur comportement. On apprend à encaisser les coups, à excuser la manipulation, à traduire la cruauté en amour parce que l'alternative est d'admettre que sa propre mère ne vous aime pas comme vous avez besoin d'être aimé. Et quand on le voit enfin clairement, on ne fait pas seulement le deuil de la relation. On fait le deuil de chaque année passée à l'intérieur, en pensant que tout allait bien. Victoire a commencé à voir une thérapeute. Elle s'appelait Dr Lambert. Et elle était, d'après ce que Victoire m'a dit, exactement le bon genre de personne directe. Elle ne materne pas. Elle ne disait pas à Victoire quoi penser. Elle posait juste des questions qui rendaient la vérité impossible à éviter. Victoire est rentrée à la maison après sa 3e séance et a dit. Elle m'a demandé de citer une seule fois où ma mère s'est excusée sincèrement. Je n'ai pas pu en trouver une seule. Pendant ce temps, je me suis concentré sur Arthur. Ce gamin était toute ma mission. Nous sommes allés au magasin de vélo le week-end après son anniversaire et je lui ai acheté le vélo rouge. Le modèle exact. Rouge cerise, poignée noire, petite sonnette sur le guidon. Il l'a regardé comme s'il était en or. Nous avons passé tout l'après-midi au parc et il a dévalé cette grande colline 6 fois. J'étais en bas à chaque fois,
le cœur battant la chamade. Et à chaque fois, il est arrivé en bas, riant si fort qu'il pouvait à peine diriger. À la 3e descente, il s'est arrêté en bas, m'a regardé avec un immense sourire et a dit « C'est le meilleur jour de ma vie, papa. Je ne sais pas si j'aurai un jour un meilleur moment que celui-ci. Vraiment pas. » Au cours des mois suivants, les choses ont commencé à se stabiliser. Victoire a continué sa thérapie. Elle a fixé des limites strictes avec Martine. Pas de contact tant que Martine ne reconnaîtrait pas ce qu'elle avait fait et ne s'engagerait pas à changer son comportement. Pas d'excuses vagues, pas de « désolé que tu l'aies ressenti comme ça », mais une reconnaissance réelle et spécifique. Martine, comme on pouvait s'y attendre, n'en a fourni aucune. Au lieu de cela, elle a envoyé à Victoire une lettre de 5 pages sur la façon dont Chi avait tout sacrifié pour ses enfants et méritait plus de respect. Elle a dit à des parents que Victoire faisait une dépression nerveuse. Elle a même essayé de passer par moi, m'appelant un après-midi pour dire qu'elle pensait que Victoire avait besoin d'aide, d'une vraie aide. Comme si le fait que Victoire suive une thérapie était un symptôme de maladie plutôt qu'un signe de force. J'ai dit à Martine, aussi poliment que possible, que Victoire n'avait jamais été en aussi bonne santé. Et que la seule aide dont elle avait besoin était de prendre ses distances avec les gens qui la faisaient se sentir petite. Martine m'a raccroché au nez. Je considère cela comme une victoire. Sur le plan professionnel, les choses allaient en fait bien pour nous deux. Je travaillais en gestion de projet dans une entreprise de BTP de taille moyenne depuis environ 6 ans, et je venais d'être promu chef de projet senior. Victoire travaillait comme graphiste indépendante depuis quelques années, réalisant principalement des supports de marque et de marketing pour de petites entreprises. Et elle commençait à décrocher de plus gros clients. Elle a redessiné l'identité visuelle d'une chaîne de restaurants locale. Et ils ont tellement aimé qu'ils l'ont recommandé à 3 autres entreprises. Son bouc s'étoffait. Sa confiance grandissait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle construisait quelque chose qui lui appartenait entièrement, sans être filtrée par l'opinion de sa mère sur sa qualité. Nous nous sommes également beaucoup appuyés sur notre cercle de personnes qui étaient vraiment là pour nous. Mes parents ont commencé à venir plus souvent. Ma mère apportait de la nourriture et jouait à des jeux de société avec Arthur pendant que mon père et moi nous asseyions sur la terrasse en faisant semblant de comprendre quoi que ce soit aux oiseaux que nous observions. Le père de Victoire, Gérard, a commencé à dîner avec nous tous les jeudis, apportant des plats à emporter et racontant à Arthur des histoires de son enfance. Arthur l'adorait. Gérard n'a jamais manqué un jeudi, n'est jamais arrivé en retard, n'a jamais tout ramené à lui. Il a simplement continué à venir chaque semaine. Parce que c'est à ça que devrait ressembler une famille. Nos amis aussi étaient présents. Mon copain Adrien et sa femme Camille venaient presque tous les week-ends. Inès, l'amie d'université de Victoire, a pris un avion de Lyon juste parce qu'elle savait que Victoire traversait une période difficile. Notre voisin Jean-Pierre, un pompier à la retraite, a commencé à apprendre à Arthur à utiliser des outils de menuiserie de base dans son garage. Arthur a construit un nichoir qui ressemblait à une œuvre conçue par une tornade très enthousiaste. Et Jean-Pierre l'a accroché à sa clôture comme si c'était un chef-d'œuvre. Le truc quand on retire une personne toxique de sa vie, c'est qu'on réalise soudain à quel point elle était bruyante. Pas littéralement, mais l'espace qu'elle occupait, l'énergie que vous dépensiez à la gérer. À éviter ses déclencheurs, à vous remettre de ses attaques, tout ce bruit s'arrête. Et dans le silence, on peut enfin entendre tout le reste. Les bonnes choses, les choses qui étaient toujours là mais qui étaient constamment étouffées. Au moment du mariage d'Hugo, environ 4 mois après l'incident de l'anniversaire, Victoire était dans un état d'esprit vraiment positif. Elle était plus forte, plus lucide et plus sûre d'elle que je ne l'avais vue depuis des années. Elle est allée au mariage magnifique, a souri pour chaque photo, a dansé avec Arthur pendant la réception. Et n'a été que gentille et solidaire envers Hugo et Manon toute la journée. Martine était là, bien sûr. Elle a essayé d'approcher Victoire 2 fois. La première fois, Victoire a simplement dit « C'est le jour d'Hugo. Ne faisons pas ça ici ». La deuxième fois, Martine a tenté l'approche larmoyante, saisissant le bras de Victoire et disant qu'elle lui manquait.
Et Victoire a doucement retiré sa main et a dit, je sais que c'est le cas. Mais manquer à quelqu'un et être prêt à changer sont deux choses différentes. Martine a eu l'air d'avoir reçu une gifle. Elle a passé le reste de la réception assise à une table avec un sourire figé. Regardant Victoire danser avec Arthur et rire avec les membres de la famille qui avaient lentement commencé à comprendre la situation dans son ensemble. J'ai surpris Martine en train de regarder Arthur à un moment pendant la réception. Il tournait en rond sur la piste de danse avec sa cousine. Rigolant si fort qu'il tenait à peine debout, complètement dans son propre monde. Le visage de Martine n'était pas en colère. C'était quelque chose de pire. C'était un regard avide. Comme si elle regardait quelque chose qu'elle voulait posséder mais ne pouvait pas. Ce regard m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui allait suivre. Environ 2 semaines après le mariage, Martine a agi. Et je dois lui reconnaître que c'était créatif, manipulateur et profondément inapproprié, mais créatif. Elle est allée voir le père de Victoire, Gérard. Et lui a dit qu'elle s'inquiétait pour le bien-être d'Arthur. Elle a dit que Victoire isolait Arthur de la famille. Qu'elle soupçonnait Victoire d'être déprimée et de ne pas s'occuper correctement de lui. Et qu'elle envisageait de consulter un avocat au sujet des droits de visite des grands-parents. Elle a prononcé tout ce discours autour d'un café dans un bistrot près de chez Gérard, l'arme à l'appui. Et d'après Gérard. Elle a même apporté un dossier de textos imprimé entre elle et Victoire pour prouver à quel point Victoire était déraisonnable. Ce que les textos prouvaient en réalité, bien sûr, c'est que Victoire n'avait été que claire et respectueuse dans sa communication. Mais Martine pariait sur le fait que Gérard ne les lirait pas trop attentivement. Elle a fait le mauvais pari. Gérard nous a appelés le soir même. Il s'est assis à notre table de cuisine. A exposé toute l'affaire et a fait glisser le dossier vers Victoire. Il a dit, elle essaie de monter un dossier. Je ne sais pas si elle est sérieuse au sujet d'un avocat ou si elle bluffe pour vous faire peur et vous faire reculer, mais dans tous les cas, vous devriez être prêt. Victoire est devenue pâle, non pas parce qu'elle avait peur de perdre une quelconque bataille juridique. Les lois sur les droits de visite des grands-parents en France sont assez claires. Et la barre pour outrepasser les souhaits d'un parent est haute. Surtout lorsque les deux parents sont mariés, stables et activement impliqués. Mais l'idée que sa propre mère menace d'intenter une action en justice pour forcer l'accès à un enfant qu'elle avait blessé émotionnellement, ça, c'était différent. J'ai regardé Victoire digérer l'information. Elle est restée assise là pendant peut-être 30 secondes, fixant le dossier. Puis elle a levé les yeux vers Gérard et a dit « Merci de nous l'avoir dit ». Il a hoché la tête. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « J'ai été marié à cette femme pendant 16 ans. Et je l'ai laissé me mener en bateau tout ce temps parce que je pensais que maintenir la paix était la même chose que faire ce qui est juste. Ce n'était pas le cas. Ne fais pas la même erreur que moi. » Gérard est parti ce soir-là avec une accolade pour Victoire et un salut du poing pour Arthur, qui était à moitié endormi sur le canapé. Après son départ, Victoire et moi nous sommes assis et avons élaboré un plan. Pas un plan de vengeance, un plan de protection, car c'est ce que c'était devenu. Il ne s'agissait pas d'être mesquin ou de prouver quelque chose. Il s'agissait de s'assurer que Martine ne pourrait pas utiliser le système judiciaire pour se frayer un chemin dans la vie de notre fils sans faire le moindre effort pour mériter d'y être. Dès le lundi matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Maître Adeline Fournier. Elle m'avait été recommandée par un collègue dont la sœur avait vécu une situation similaire. Adeline était vive, efficace et n'avait absolument aucune patience pour les absurdités. Ce qui était exactement ce dont nous avions besoin. Nous nous sommes assis avec elle cette semaine-là et lui avons raconté toute l'histoire. Les violations des limites, l'incident de l'anniversaire, la promesse non tenue. Le commentaire verbal à Arthur, la campagne contre Victoire. Et maintenant la menace d'une action en justice par l'intermédiaire de Gérard. Adeline a tout écouté, a pris des notes, puis a dit « D'accord, voici la bonne nouvelle. En France, le droit de visite des grands-parents exige de prouver que refuser l'accès causerait un préjudice à l'enfant. Et la charge de la preuve incombe aux grands-parents. D'après ce que vous m'avez dit, son propre comportement est ce qui est préjudiciable. Si elle dépose une requête, nous répondons. Si elle ne le fait pas, nous documentons tout et continuons à vivre vos vies.
Quoi qu'il en soit, vous êtes en position de force. Elle nous a dit de commencer un journal de communication. Chaque texto, chaque message vocal, chaque courriel. Chaque rapport indirect de ce que Martine disait aux autres membres de la famille, avec les dates, les heures, les mots exacts si possible. Elle nous a également recommandé de conserver un dossier des bulletins scolaires d'Arthur, de ses activités extrascolaires, de ses rendez-vous médicaux et de sa documentation sur son bien-être général. Non pas que quelqu'un allait contester notre rôle de parent, mais parce que si Martine essayait de dépeindre un tableau de négligence ou d'instabilité, nous aurions un classeur rempli de preuves du contraire. Victoire s'y est plongée, et je veux dire, elle s'y est vraiment plongée. En une semaine, elle avait créé une feuille de calcul, avec des codes couleurs, des onglets pour différentes catégories, des liens vers des captures d'écran sauvegardées. Elle l'a organisée avec la même concentration qu'elle apportait à son travail de conception. Et honnêtement, c'était le dossier le plus magnifiquement structuré de la méchanceté d'une mère que j'ai jamais vu. Elle avait même un onglet intitulé « Choses que Martine a dites à d'autres personnes » avec des citations provenant de membres de la famille qui avaient fini par changer d'avis et commencer à partager ce que Martine leur avait raconté dans notre dos. Certaines de ces citations étaient assez spéciales. Martine avait dit à sa sœur que Victoire était jalouse de l'attention qu'Hugo recevait. Elle avait dit à un ami de la famille que j'étais contrôlant et que j'avais monté Victoire contre elle. Elle avait dit à Hugo qu'Arthur avait des problèmes de comportement à l'école parce qu'il avait besoin d'une figure de grand-mère, ce qui était complètement inventé. La maîtresse d'Arthur venait de lui donner un excellent bulletin de mi-année, le décrivant comme gentil, concentré et l'un des enfants les plus matures émotionnellement de sa classe. J'ai encadré ce bulletin. Il est sur le frigo. La deuxième chose que nous avons faite a été d'informer nos proches de la situation. Mes parents le savaient déjà. Gérard le savait. Adrien et Camille le savaient. Victoire en a parlé à Inès et à quelques autres amis proches. Nous avons également informé l'école d'Arthur que sa grand-mère maternelle n'était pas autorisée à venir le chercher et ne devait pas avoir accès à lui sans notre permission écrite. Ils ont immédiatement ajouté des notes à son dossier. Hugo a été la conversation la plus difficile. Victoire l'a appelé un mercredi soir et lui a tout exposé. La menace d'action en justice, les mensonges que Martine avait répandus, les textos, tout. Hugo est resté silencieux pendant un long moment, puis a dit. Je n'étais pas au courant pour l'histoire de l'avocat. Elle ne me l'a pas dit. Bien sûr que non. Il a demandé à Victoire ce qu'elle voulait qu'il fasse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il fasse quoi que ce soit. Elle voulait juste qu'il connaisse la vérité et qu'il prenne ses propres décisions. Elle lui a dit qu'elle l'aimait et que rien ne devait changer entre eux. Mais elle a aussi dit qu'elle n'allait pas prétendre que leur mère était juste une dame excentrique qui disait parfois la mauvaise chose. Elle était un schéma, et le schéma s'intensifiait. Hugo a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Victoire a répondu « D'accord ». Ils ont raccroché. Elle a pleuré pendant environ 10 minutes. Puis a ouvert sa feuille de calcul et a ajouté l'appel au journal. Environ 3 semaines plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Martine a appelé Victoire directement pour la première fois depuis des mois. Victoire a failli ne pas répondre, mais Adeline avait dit que si Martine la contactait, il valait mieux avoir un enregistrement de la conversation que de la laisser prétendre qu'on lui fermait la porte au nez. Alors Victoire l'a mise sur haut-parleur et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Ce qui, pour information, est légal dans notre situation. Martine a commencé calmement. Elle a dit que Victoire et Arthur lui manquaient et qu'elle voulait arranger les choses. Cela a semblé presque raisonnable pendant environ 45 secondes. Puis la vraie Martine est apparue. Elle a dit que Victoire était dramatique. Elle a dit que la carte de 5 € était parfaitement appropriée et que les enfants d'aujourd'hui sont trop gâtés. Elle a dit qu'elle n'avait jamais explicitement promis le vélo, ce qui était un mensonge. Car nous avions encore le texto où elle disait « Dis-lui que mamie s'en occupe ». Elle a dit que Victoire avait toujours été trop sensible, tout comme son père. Et que c'est pour ça que leur mariage n'avait pas fonctionné. Ce qui était une chose charmante à dire lors d'un appel téléphonique enregistré. Victoire l'a laissé parler, ne l'a pas interrompu, n'a pas argumenté, n'a pas mordu à l'hameçon.
Quand Martine a finalement manqué de souffle, Victoire a dit une seule chose. « Maman, je dois te demander quelque chose. Pourquoi as-tu fait ça à Arthur? Pas la carte, pas l'argent. Pourquoi as-tu dit à un enfant de 7 ans qu'il devrait être reconnaissant que tu sois venu à son propre anniversaire ?» Silence. Un long silence pesant. Puis Martine a dit, « Je ne me souviens pas avoir dit ça. » Victoire a répondu, « 12 personnes t'ont entendu le dire. » Encore le silence. Puis la voix de Martine a changé. Est devenue plus froide, a-t-elle dit. Si tu comptes continuer à me reprocher chaque petite chose, alors peut-être que nous ne devrions plus nous parler du tout. Victoire a dit, c'est l'arrangement depuis des mois, maman. C'est toi qui as appelé. Martine a raccroché. Victoire a sauvegardé l'enregistrement, l'a ajouté au journal, en a envoyé une copie à Adeline. Puis elle s'est adossée. A poussé un soupir et a dit qu'elle allait faire quelque chose de stupide maintenant. Elle passe toujours à la vitesse supérieure quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle avait raison. 3 jours plus tard, Adeline a reçu une lettre d'un avocat représentant Martine. Elle saisissait formellement le juge pour obtenir un droit de visite. La lettre affirmait que Victoire et moi nous engagions dans une aliénation parentale et privions Arthur d'une relation significative avec sa grand-mère. Et elle demandait une date d'audience pour établir un calendrier de visite. Adeline a lu la lettre, l'a posée et a dit, « Bien. Maintenant, nous allons pouvoir montrer ce classeur à un juge. » La date d'audience a été fixée à un jeudi matin, environ 6 semaines après que Martine a déposé sa requête. Victoire et moi sommes arrivés avec Adeline, notre classeur de documentation, qui à ce stade avait à peu près la taille d'un petit annuaire téléphonique. Et une confiance tranquille que je pense que Martine n'attendait pas. Martine est arrivée avec son avocat, un type nommé Maître Blanchard, qui avait l'air d'avoir pris cette affaire comme une faveur et le regrettait déjà. Elle était sur son 31. Maquillage complet, belle robe, coiffure impeccable. On aurait dit qu'elle allait à un brunch, pas au tribunal judiciaire pour une affaire familiale. Elle avait aussi apporté des mouchoirs qu'elle a tenus dans sa main tout le temps, comme un accessoire dans un spectacle solo. La juge était une femme nommée Madame la juge Dubois. Elle avait l'énergie de quelqu'un qui avait vu toutes les versions de bêtises familiales que l'univers avait à offrir et n'était pas intéressé par le théâtre. Lorsque l'avocat de Martine a fait sa déclaration liminaire sur une grand-mère aimante privée de l'accès à son petit enfant, la juge Dubois a écouté poliment. Puis elle s'est tournée vers Adeline et a dit, « Et qu'a à dire la famille de l'enfant ?» Adeline a été chirurgicale. Elle a exposé la chronologie avec 0 émotion et un maximum de clarté. Elle a présenté les messages textes où Martine avait promis le vélo. Elle a fait écouter l'appel téléphonique enregistré où Martine niait se souvenir de ce qu'elle avait dit à Arthur. Elle a soumis les bulletins scolaires d'Arthur, ses dossiers médicaux et une lettre de son thérapeute indiquant qu'Arthur était un enfant bien adapté dont la principale source de détresse émotionnelle était de se sentir déçu par sa grand-mère. Puis Adeline a présenté le journal de communication. Chaque visite annulée, chaque violation de limite. Chaque mensonge documenté avec des dates et des déclarations corroborantes de Gérard, de la tante de Victoire et d'Hugo, qui avait discrètement fourni une déclaration écrite confirmant ce dont il avait été témoin à la fête d'anniversaire. Celui-là a fait mouche. Hugo avait écrit qu'il avait vu leur mère dire à Arthur qu'il devrait être reconnaissant qu'elle soit venue. Qu'Arthur était allé dans sa chambre sans pleurer. Et que le comportement de leur mère était intentionnellement blessant. Il a également écrit que Martine avait fait pression sur lui pour qu'il ne s'implique pas et lui avait dit des choses sur Victoire qui se sont avérées fausses. Martine ne savait pas qu'Hugo avait fait ça. Elle s'est tournée vers son avocat avec une expression à mi-chemin entre la panique et la fureur. Et Maître Blanchard a simplement secoué la tête légèrement. La juge Dubois a demandé à Martine si elle souhaitait répondre. Martine s'est levée, a serré ses mouchoirs et s'est lancée dans un discours sur le fait d'avoir tout sacrifié pour ses enfants, de les avoir élevés seuls après le divorce. Et de ne rien vouloir de plus que de voir son petit-fils grandir. Elle a pleuré pile au bon moment, et sa voix s'est brisée à tous les bons moments. Puis, la juge Dubois lui a posé une question directe. Avez-vous promis un vélo à votre petit-fils pour son anniversaire ? Martine a hésité.
On pouvait voir le calcul se faire derrière ses yeux. Elle savait que les messages textes étaient déjà au dossier. Elle ne pouvait pas le nier catégoriquement, alors elle a changé de tactique. Elle a dit, j'ai pu le mentionner, mais les circonstances ont changé. Je traversais une période financière difficile, et je ne pouvais pas me le permettre. Adeline a sorti un relevé de carte de crédit de la propre déclaration financière de Martine. Le mois précédant l'anniversaire d'Arthur, Martine avait dépensé plus de 750 € pour la fête de fiançailles d'Hugo et Manon. Elle pouvait se permettre un vélo à 110 €. Elle a choisi de ne pas l'acheter. La juge Dubois a regardé le relevé, a regardé Martine et a dit, donc, votre position est que vous ne pouviez pas vous permettre un vélo pour votre petit-fils. Mais que vous pouviez vous permettre 280 € de cadeau de mariage le même mois? Martine a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. La juge a continué. Elle l'a interrogé sur le commentaire fait à Arthur. Martine a dit qu'elle ne se souvenait pas de ces mots exacts. La juge a relu la déclaration d'Hugo et a demandé si Hugo mentait. Martine a dit qu'Hugo était influencé par Victoire. La juge a souligné que la déclaration d'Hugo était volontaire et qu'il n'avait eu aucune communication avec Victoire avant de la soumettre. Martine n'avait pas de réponse à cela. Puis la juge Dubois a demandé à m'entendre de manière informelle. Elle m'a demandé de décrire mon fils. Je lui ai parlé des maquettes d'avions, du vélo rouge et de la grande colline au parc. Je lui ai parlé des dîners du jeudi avec Gérard et de la façon dont Arthur ferme toujours la porte. Doucement quand il est contrarié parce qu'il ne veut déranger personne. Je lui ai dit que mon fils n'avait jamais demandé une seule fois pourquoi sa grand-mère avait cessé d'appeler. Il a juste cessé de s'attendre à ce qu'elle le fasse. La salle d'audience était très silencieuse après ça. La juge Dubois a rejeté la requête de Martine. Elle a déclaré que les preuves montraient un schéma clair de comportement manipulateur, de violation des limites et de préjudice émotionnel dirigé contre l'enfant. Accorder un droit de visite ne servirait pas les meilleurs intérêts d'Arthur. Elle a également noté que le tribunal n'existe pas pour récompenser les grands-parents qui utilisent le droit de visite à un enfant comme un moyen de pression dans des conflits d'adultes. Martine est restée figée sur sa chaise. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle a juste regardé droit devant elle, ses mouchoirs serrés sur ses genoux. Comme quelqu'un qui regarde le générique de fin d'un film dont elle ne pensait pas qu'il pourrait se terminer ainsi. Nous avons quitté le palais de justice. Victoire m'a tenu la main tout le long du trajet jusqu'à la voiture et n'a pas dit un mot jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur, les portes fermées. Puis elle a expiré. Une expiration profonde et tremblante et a dit, c'est fini. Ça l'était. Les suites se sont déroulées comme on pouvait s'y attendre. Martine s'est faite discrète. Hugo a appelé Victoire quelques jours plus tard et s'est excusé de ne pas être intervenu plus tôt. Il a dit que voir tout se dérouler au tribunal l'avait forcé à voir leur mère clairement pour la première fois. Victoire lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'excuses, juste qu'ils gardent les yeux ouverts à l'avenir. Ils sont plus proches maintenant qu'ils ne l'ont été depuis des années. Gérard a emmené Arthur à la pêche le week-end après l'audience. Ils n'ont rien attrapé. On mangeait des snacks de station-service sur le chemin du retour. Et Arthur a dit que c'était l'un de ses 3 jours préférés de tous les temps. Gérard continue les dîners du jeudi. N'en manque toujours pas un. Martine a finalement envoyé une lettre manuscrite à Victoire. Elle était longue et certaines parties étaient sincères. Ou du moins plus proche de la sincérité que tout ce qu'elle avait dit depuis des années. Elle a reconnu la promesse du vélo. Elle a reconnu le commentaire à la fête. Elle a dit qu'elle voyait maintenant qu'elle avait puni Victoire à travers Arthur et qu'elle en avait honte. Victoire l'a lu 2 fois, l'a apporté au docteur Lambert, et elles en ont discuté ensemble. Finalement, Victoire a répondu. Elle a dit qu'elle appréciait la lettre. Mais que la confiance ne se reconstruit pas avec une seule lettre. Elle se reconstruit avec un comportement changé de manière constante au fil du temps. La porte n'était pas verrouillée, mais elle n'était pas non plus ouverte. Elle était entr'ouverte. Et ce qui se passerait ensuite dépendait de Martine. À l'heure actuelle, Martine respecte les limites. Elle envoie une carte à Arthur pour les fêtes avec un petit mot et sans condition.
Elle ne s'est pas présentée à l'improviste et n'a pas dénigré Victoire auprès de qui que ce soit. Du moins, pas à ce que nous sachions. A-t-elle vraiment changé ou a-t-elle simplement appris quelles étaient les conséquences? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, le silence suffit. Arthur a 8 ans maintenant. Il est plus grand, plus bruyant, plus drôle, et toujours obsédé par la construction. Il est passé des Legos à la vraie menuiserie avec Jean-Pierre. Et le mois dernier, il a construit une étagère pour sa chambre qui n'est que légèrement de travers, et j'en suis déraisonnablement fier. Il fait du vélo rouge presque tous les jours après l'école et dévale cette colline au parc comme s'il s'entraînait pour le Tour de France. Il ne pose plus de questions sur Martine. Pas par colère. Il ne pense tout simplement pas beaucoup à elle. C'est quelqu'un qui était plus présent dans sa vie et qui ne l'est plus. Et il y a une paix particulière dans cela. Le genre de paix que l'on ne remarque pas parce qu'elle est silencieuse. Parce qu'elle vous laisse simplement dévaler la colline à vélo et rire en bas. Victoire s'épanouit. Son entreprise de design a décollé. Elle vient de signer un contrat avec une chaîne d'hôtels régionale et elle y travaille tous les soirs sur la table de la cuisine avec ce regard concentré qui me fait tomber amoureux d'elle à nouveau. Elle est de nouveau drôle. De la manière dont elle l'était avant que Martine ne prenne autant de place dans sa vie. Elle est plus légère. Quant à moi, je vais bien. Je suis en bas de la colline. Regardant mon fils dévaler sur un vélo rouge cerise. Et je me dis que c'est ça, c'est tout. Pas la vengeance, pas le tribunal, pas la justification, juste ça. Un jeudi soir, un gamin qui rit comme si le monde était bon, et une famille qui a gagné sa paix à la dure. Je dirais que Martine aurait pu faire partie de cela. C'est la partie la plus triste. Elle aurait pu simplement acheter le vélo. Elle aurait pu simplement venir et être gentille. La porte était grande ouverte et tout ce qu'elle avait à faire était de la franchir sans rien mettre en feu. Mais certaines personnes préfèrent incendier la maison plutôt que d'admettre qu'elles n'en sont pas l'architecte. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.